bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence dédiée au design pour les enfants. Alors au printemps, le Centre Pompidou dédiait un de ses espaces d'exposition à un sujet qui anime le design depuis ses débuts, le mobilier pour enfants. Siècle des révolutions pédagogiques avec l'influence de personnalités comme Maria Montessori ou Célestin Freinet, le XXe siècle fut plus largement celui d'un bouleversement de la place de l'enfant dans la famille, qui devient de plus en plus centrale au fil des décennies. Une révolution matérialisée par l'attention accordée par les designers donc au mobilier et aux objets pour enfants. Tabourets, tables, pupitres, balançoires, berceaux et bien sûr jouets, dessinés par les plus grands créateurs, montrent à quel point l'enfance est prise au sérieux par cette discipline qui a su leur proposer du mobilier ergonomique, évolutif et souvent multifonctionnel, adapté à leurs besoins mais aussi bien évidemment à leur imagination. Pédagogique, ergonomique, esthétique, le mobilier pour enfants doit répondre à cette triple aspiration. Une mission que relèvent les designers depuis la naissance donc de cette discipline. Pour en parler aujourd'hui, Nathalie Crasset, designeuse de nombreuses créations pour les plus jeunes. Bonjour. Nathalie. Bonjour. Ainsi que donc Marie-Ange Breyer et Céline Sareva, les deux commissaires de l'exposition L'enfance du design au Centre Pompidou. Bonjour. Bonjour. Alors donc peut-être si vous pouviez vous présenter d'abord toutes les trois, Marie-Ange. Oui, Marie-Ange Breyer, conservatrice, responsable du service design au Centre Pompidou. Nathalie, designeuse. Oui. Céline Sareva, je suis conservatrice responsable de la collection design, art décoratif et métiers d'art au Centre national des arts plastiques. Alors d'abord, pour commencer, une exposition donc sur le design pour enfants, c'est rare. Je ne sais pas si avant celle que vous avez proposée à Pompidou, vous avez entendu parler d'autres événements de ce type. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de dédier un de vos espaces à cet univers-là? Alors c'est vrai que c'est rare puisqu'en fait il n'y avait pas eu d'exposition en France depuis le début du XXe siècle. Il y avait eu une expo au Palais Galliera et ces 10 dernières années, il y avait eu des expositions au MoMA à New York et également au musée Vitra. Mais c'est vrai qu'il y a relativement peu d'événements consacrés au design pour enfants. Et la raison en fait, c'était les collections même du Centre Pompidou. Alors, grâce à nos prédécesseurs, donc nous avions déjà dans les collections une 60aine d'objets de design réalisés de toutes les périodes pour les enfants. Et on a eu aussi un fonds d'acquisition avec la marque Bonpoint qui nous a aidés pendant 3 ans à acquérir chaque année un ensemble d'œuvres supplémentaires. Et l'exposition dont vous parliez, qui s'est tenue au Centre Pompidou, dont j'étais avec Céline commissaire, c'est une exposition uniquement à partir des œuvres que nous avions en collection. Donc c'est ça qui était assez incroyable. Et à travers la collection, du début 20e jusqu'à aujourd'hui, on a tenté de retracer en fait une histoire de ce mobilier pour enfants. Et donc l'aventure va continuer puisqu'on aura en juin 2025 une autre exposition à Toulon dans le cadre de la Design Parade, donc toujours avec Céline et également Anne Monnier du Musée des Arts Décoratifs avec les jouets. Donc voilà, donc on va continuer de travailler sur ce sujet. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est important dans l'histoire du design, mais qui est un petit peu minoré. Pendant longtemps, on s'est dit que c'était juste le modèle pour adultes en plus petit et qu'il n'y avait pas réellement d'identité ou de particularité de ce mobilier pour enfants. Et en faisant cette exposition avec Céline, on s'est rendu compte vraiment de toutes les spécificités selon les différentes périodes sur lesquelles on va revenir, qui montrent en fait que le mobilier pour enfants non seulement a suivi tous les mouvements d'avant-garde au début du siècle, mais aujourd'hui continue de suivre tous les mouvements de la société vers aujourd'hui une dimension qu'on dirait avec notre vocabulaire d'aujourd'hui plus inclusive, tournée vers la transmission. Et en fait, que le mobilier pour enfants véhicule beaucoup de valeurs autour de l'apprentissage, de la transmission, et on a découvert d'autres typologies également. Donc c'était vraiment passionnant de travailler sur ce sujet. Alors si ce sujet a été peu montré, en revanche, il a été pris au sérieux par le musée puisque celui-ci a collectionné au fil des ans, des décennies, donc toutes ces pièces. Oui, tout à fait. En fait, là, on se rend compte, et il y a toute une histoire de la considération et de la place de l'enfant dont il est question
dans la société, et les raisons pour lesquelles on a pu faire cette exposition, la raison pour laquelle les créateurs au début du XXe se sont aussi emparés de ce sujet, ont pu aborder et ont pu traiter de ce sujet, c'est que l'enfant a une nouvelle place. Donc c'est une réforme qui s'opère très lentement au XIXe et qui va permettre effectivement d'envisager dans l'espace de la maison un espace dédié à l'enfant. Et donc, il y a plusieurs périodes. Il y a effectivement cette période que évoquait Marie-Ange qui démarre au tout début du XXe avec des créateurs comme effectivement Jourdain, Charot, qui vont s'emparer de ce sujet. On va voir en fait finalement des expositions consacrées à ce thème. On parlait du Palais Galliera en 1913. Vous imaginez, c'est avant la Première Guerre mondiale. On va avoir une exposition, l'art pour l'enfance, avec effectivement tout un tas de créateurs sous forme de scénographie domestique, où on va voir apparaître ce mobilier ce mobilier, mais aussi des objets qui équipent des espaces dédiés à l'enfant. Et puis la modernité, et puis effectivement ensuite, on va dire dans les grandes cassures, l'après-Seconde Guerre mondiale, avec vraiment la démocratisation du mobilier pour enfants, avec des constructions, il faut reloger, vous savez, on est dans cette période de la reconstruction, il faut reloger les sinistrés, il faut équiper les chambres pour enfants, et des chambres pour enfants qui vont vraiment se démocratiser à partir de ce moment-là, avec du mobilier ingénieux, des lits escamotables, des lits superposés. C'est à ce moment-là, puisqu'on imagine un espace dédié, mais aussi l'agrandissement de la famille. Et donc ça, c'est intéressant aussi de le voir dans cette perspective. Et puis les années effectivement pop, qui vont être aussi cette explosion du mobilier pour enfants. Les créateurs vont s'emparer de tous les pays, vont s'emparer de ce sujet, utiliser les plastiques qui naissent à ce moment-là, et puis les thermoformages. Donc on a plusieurs périodes comme ça jusqu'à dans la période contemporaine, bien évidemment, parce qu'on se dit, il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui, et toujours aujourd'hui, fort heureusement. Et donc, il y a tout ça est retracé dans l'exposition. Alors justement, dans l'exposition, Céline, vous parlez d'aujourd'hui. Dans ce qu'on trouve aujourd'hui, on trouve le travail de Matali. Donc tout à l'heure, Marie-Ange disait, le design pour enfants, c'est pas des pièces, en fait, ce ne sont pas des modèles réduits de ce qui est proposé aux adultes. Comment on travaille pour les enfants, Matali ? En fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces projets en 2000. Je vais juste donner des exemples, c'est plus simple en fait que de... Et j'ai commencé à créer un projet qui s'est appelé Permis de construire. Et donc ça montre bien que c'était un changement d'attitude que je proposais à travers cet objet. Et en fait, j'ai décidé que le canapé qu'on a tous à la maison prenait un peu trop de place et en fait était figé dans une attitude, et que plutôt que de le dédier en fait à des moments particuliers, je veux en fait faire en sorte d'utiliser cette place pour que ça devienne un espace pour que les enfants puissent jouer. Donc je me suis amusée à découper le canapé en forme de frites, si on veut avoir une image mentale un peu plus claire. On le verra tout à l'heure, il passera. Le voilà. Et en fait, ça devient un jeu de construction à échelle 1 pour les enfants qui vont réactiver tous les jours. Ce qui est important, c'est cette idée de non seulement faire quelque chose qui soit pas complètement digéré, mais qui laisse l'imaginaire des enfants opérer, et qui va pouvoir se réactiver tous les jours autour de leur histoire, en fait. Et c'est ça qui est important. Un jour, ça va être une petite cabane. Le lendemain, ça va être un tunnel. Voilà, ils vont tester un petit peu les limites de l'objet. C'est ça qui est aussi important. Et donc, c'est un des premiers projets que j'ai fait et qui m'a montré qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans ces objets qui sont aussi de l'espace, en fait. Moi, j'ai du mal à dessiner des objets qui sont juste des objets, parce qu'en fait, ils tiennent un espace, ils proposent un scénario d'usage et de vie, et c'est un peu la façon dont j'opère en fait pour proposer des choses qui sortent du cadre, qui vont donner une trame, plus un potentiel, plus qu'un objet figé. Voilà, le deuxième projet dont je pourrais parler s'appelle Ori Tapis. C'est simplement un tapis dont j'ai fait une découpe à l'intérieur, et en fait ça fait un cône, on peut en faire une petite hutte. Donc là encore, c'est un objet qui se déploie, donc c'est plus
Ils passent de la 2D à la 3 dimensions et en fait les enfants vont aller se réfugier dedans, mais après ils vont pouvoir mettre d'autres jeux à l'intérieur. Donc là encore, ça se réactive et c'est quelque chose de très simple et ça disparaît après dans la surface même du tapis. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de projets maintenant un peu dans cet esprit, mais que voilà, c'est dans les années 2000 que j'ai commencé à travailler sur cette typologie-là. Et au Centre Pompidou, donc quel projet était montré dans l'exposition ? Alors c'était l'école de Trébedan, donc je peux peut-être laisser Nathalie présenter ce projet justement qui date de 2015. Oui, alors c'est un projet qui est assez complexe à expliquer comme ça en 2 minutes, puisque c'est une rénovation en fait d'une école en entier. On a montré dans l'exposition que le mobilier, mais il y avait une petite vidéo qui montrait l'étendue du projet, dans le sens où c'est un petit village de 360 habitants. Une partie de l'école est dans un algéco, il pleut à l'intérieur, il fait froid, mais le village n'a pas les moyens de rénover son école, puisque voilà, c'est au village en fait de payer l'école tout simplement. Et donc arrive un programme des nouveaux commanditaires pour justement aider. Alors ça arrive pas tout seul en fait. Ce qu'il faut expliquer, c'est que dans ce village, qui n'a pas grand-chose pour lui. Il a par contre un corps enseignant, des institutrices qui sont formidables, et notamment Nolwenn Guillou, qui dirige cette école et qui depuis des années fait le lien dans le village. En fait, elle recrée des liens entre l'école pour les parents, mais aussi pour les autres, en fait, ceux qui n'ont pas d'enfants. Tant et si bien que, par exemple, ce sont les personnes âgées qui vont expliquer l'histoire aux enfants. Tout est prétexte pour faire entrer les gens dans l'école. Et donc, il n'y a plus de magasins dans cette école, il n'y a plus de bars, il n'y a plus dans ce village, pardon. Et donc, le lieu de vie, c'est l'école. Et donc moi j'arrive après ces 10 années en fait de remise en lien de tous les habitants du village, et ce projet va durer en fait en quelque sorte 7 ans pour arriver à trouver les fonds, mais aussi à porter par les habitants, donc ces 300 habitants, pour arriver à faire en sorte que l'école puisse être rénovée avec la création de bâtiments. Une école, une salle supplémentaire pour les tout petits, donc qui remplace l'algéco, et ce que j'ai appelé une salle de partage qui va être à cheval entre l'école, mais qui va sortir du périmètre de l'école pour aller sur la place du village, puisqu'elle va être utilisée quand il n'y a pas d'école par les associations, etc. C'est important de donner aussi à disposition cet espace-là. Et je vais aussi proposer de sortir la bibliothèque pour qu'on puisse aussi s'en servir le samedi. Et il y a des bénévoles qui ouvrent la bibliothèque de l'école le samedi pour pouvoir en bénéficier. Donc ça devient vraiment une école qui joue son rôle dans ce petit village. Et la façon d'aménager l'école à l'intérieur, déjà les bâtiments que je crée sont complètement ouverts. Quand on crée une école au début du siècle dernier, on crée des ouvertures, des fenêtres en partie haute pour garder l'attention. Voilà, c'est ça l'école. Pour garder l'attention des enfants. Et là, ça c'est la salle de partage qu'on voit, plus les 2 éléments dessus que j'ai appelés les extensions de mobilité. Les extensions d'hospitalité qui sont en fait l'idée de pouvoir faire des choses devant l'école, notamment accueillir une petite terrasse. Et le deuxième extension de générosité, c'est l'entrée de l'école pour magnifier cette entrée et pouvoir poser les vélos aussi. Voilà. Je vais pas commenter. Donc en fait, c'était important. Ces extensions sont créées petit à petit pendant ces 7 ans pour faire aussi des étapes en fait pour tenir tout le village, Et en fait, la construction c'est quelque chose qui dure longtemps, et on a besoin en fait de tenir cette émulation d'ensemble pour que ça devienne vraiment un projet commun. Voilà. Donc à l'intérieur, on verra peut-être pas d'image, mais le mobilier. Le mobilier, c'est avant tout quelque chose qui va mettre en scène. Voilà. Alors là, on est dans la salle de partage, donc c'est le lieu qui va servir à la fois de cantine, mais qui va se transformer après pour les associations, etc. Donc on a 2 cuisines. On a une cuisine bien sûr, parce que ça c'est
réglementaire dédié à l'école et une toute petite cuisine pour les associations. Ça, alors tous les bâtiments sont passifs, donc on a un sas. Et c'est le couloir qui va servir aussi comme vous le voyez, à accrocher, à poser ses affaires avant de rentrer dans la classe. Donc mon rôle a été de réintégrer en fait un bâtiment en bois dans les bâtiments existants pour rénover. On voit ici la bibliothèque avec cette structure, la 4e structure que j'appelle l'extension de générosité, qui permet de s'installer à l'intérieur. Et puis on voit bien qu'on peut présenter les livres pour les petits en bas et les livres pour les grands en haut, tout simplement. Et ça donne en fait comme ça une autre façon de présenter et une autre façon d'inviter les gens à se poser dans ce lieu. Et dans ce cas, pour ce projet en particulier, en général, comment vous travaillez? Est-ce qu'il faut travailler avec des professionnels de l'enfance? Est-ce que c'est un travail intuitif? Est-ce qu'on travaille avec des spécialistes? Alors moi, je travaille avec les gens qui habitent les lieux et qui vont le faire fonctionner. En général, ce sont des gens engagés. J'ai eu cette chance de croiser sur mon chemin des gens comme Nicole Roux, par exemple, pour faire la Maison des Petits au 104, comme Corinne Rosenthal, avec qui j'ai fait beaucoup de projets aussi pour Pompidou. Voilà, donc en fait, ces gens ont déjà une pratique qui est très, on va dire, pédagogie active. Et donc, c'est un bonheur. Par exemple, ces classes, ce sont des classes multi-âges. Donc, il faut préparer des endroits un peu particuliers dédiés pour un petit groupe d'élèves, d'enfants qui vont, en fait, tout seuls, en autonomie, aller se déplacer. Et en fait, c'est des classes où plus on bouge et plus c'est bien. Alors que c'est complètement l'inverse qu'on voit normalement dans des classes où on nous demande, en fait, on demande aux enfants d'être figés. Là, au contraire, on demande la participation. On invite les enfants à prendre part, et aussi à être autonomes. J'ai fait un mobilier spécifique qui s'appelle le casier de l'autonomie, où les différentes activités sont proposées et les enfants vont les choisir et ils ont la responsabilité de les réaliser, d'aller jusqu'au bout de l'activité, etc. Donc c'est du mobilier qui est très modulable. Là, c'est les plus petits, où on a aussi d'autres activités et un dortoir, bien sûr, pour faire la sieste à côté. Voilà, le casier de l'autonomie, on le voit avec les étagères orange. D'accord. Voilà. En fait, on a des petits éléments qui viennent se pluguer justement sur la table, qu'on voyait bien justement dans l'expo, qui sont ces petits pots. Il y a un petit jardin vertical où les enfants peuvent aller chercher les pots. Et puis d'autres tiges qui sont plus grandes. L'important, c'est aussi de montrer beaucoup ce qui se passe dans les classes, que les parents puissent voir tous les jours ce qui s'est déroulé, parce que Nolwenn explique que la pédagogie, elle n'est pas juste pour les enfants, elle doit être la même. Les parents doivent être un peu sur la même attitude quand les enfants rentrent à la maison, et donc les parents sont très invités, non seulement à voir ce qui s'y joue, mais aussi à prendre part dans plein d'occasions au cours de l'année. Vous voyez, le tableau sert vraiment et aussi à l'usage des enfants. C'est pas juste Le bureau est repoussé. Il sert presque pas. Nolwenn ne sert jamais de son bureau d'institutrice. Elle est dans la classe. Donc en fait, il est là symboliquement. C'est juste pour y mettre les classeurs et les papiers un peu administratifs. Voilà. Et alors, on parle des enfants, mais quelle est leur place justement dans ce projet et dans vos projets en général? Est-ce que vous les inscrivez dans votre réflexion et plus généralement dans l'exposition, dans ce que vous avez pu voir sur les différents projets que vous exposez, dans les écrits des designers? Quelle est la place que prennent les enfants dans la conception de ces projets? Peut-être pour commencer. Alors Nathalie. là, pour très peu de temps, bien sûr, ils sont là puisqu'en fait c'est leur école. Ils sont allés visiter d'autres écoles nouvelles pour avoir une espèce d'acculturation sur qu'est-ce que ça veut dire un espace, etc. Donc ils ont leur façon de voir les choses. Ils vont écrire un certain nombre de choses qu'ils ne veulent pas. Moi, je fonctionne plutôt comme ça. Et comme ça me laisse la possibilité d'imaginer et de leur proposer des choses. Donc, ils sont partie prenante. Oui, et après, bien sûr, c'est fait de façon tellement intelligente que, par exemple, c'est eux qui vont porter leurs chaises d'un endroit à l'autre quand on va à un moment donné déménager, aller s'installer dans la salle des fêtes. Toutes les étapes sont essentielles
pour marquer cette construction petit à petit. Et puis pour peut-être pour donner encore un exemple, le jour de l'ouverture de l'école, les enfants vont sortir tout le mobilier et ils vont jouer à montrer tout le potentiel du mobilier. En fait, une espèce de petite pièce de théâtre. Et c'était très émouvant pour moi, c'était très émouvant pour tout le monde, tous les nouveaux commanditaires est-ce que c'est un fonctionnement de nouveaux commanditaires, donc un groupe d'habitants qui sont en fait en première ligne pour participer au projet et qui vont aussi aller expliquer comment ça fonctionne aux autres, parce qu'on peut pas travailler avec 360 personnes, il faut un groupe plus réduit, mais qui sont des gens qui vont suivre toutes les étapes, etc. Et c'était très émouvant aussi pour le maire qui a vraiment porté le projet, qui est arrivé en cours de projet, 7 ans, ça fait pas, c'est plus que et voilà, c'était aussi l'intelligence des institutrices d'avoir proposé en fait que l'ouverture de l'école puisse se faire comme ça. Oui, alors les enfants, évidemment, ils sont au cœur du sujet. C'est vrai que l'école de Trébedan de Matali, c'est un exemple assez exceptionnel grâce à la Fondation de France aux nouveaux commanditaires. D'une manière générale, c'est vrai que dans l'histoire de ce design pour enfants, il y a deux grandes périodes, deux grands moments. Donc, il y a un peu la première moitié du XXe siècle, pour aller très vite, où en fait, on va surtout... le mobilier pour enfants sera beaucoup un peu le siège en réduction du mobilier pour adultes. Oui. On aura surtout le fonctionnalisme, le rationalisme, c'est les débuts du design industriel, la standardisation, etc. Et donc, il y aura beaucoup dans cette première moitié de siècle, cette dimension très, très fonctionnaliste du mobilier pour enfants. Et ensuite, comme en parlait tout à l'heure Céline, dans l'après-guerre, avec aussi surtout les années pop, on va observer un bouleversement et les designers vont en fait aussi beaucoup plus observer les enfants. Observer le comportement des enfants et à partir de cette étude, de cette observation des enfants, vont concevoir d'autres typologies en fait d'objets. Et donc, j'ai juste deux exemples à l'esprit qui sont tous les deux d'Europe du Nord. Donc, on a le tabouret Thyssen d'Anna Ditzel au début des années 60, qui est issu aussi de l'observation de ces petites filles. Et donc, il est très simple. C'est un petit tabouret en bois que l'on peut empiler et qui sert également, qui peut rouler également comme une bobine. Et donc, là, on a toute la dimension multifonctionnelle et l'idée du jeu qui est évidemment donc au cœur même du design pour enfants. Et donc, l'invention de cet empilement de tabouret Thyssen et sa transformation en jeu n'aurait pas été possible sans observer justement les enfants. Et dans l'exposition, on avait une autre chaise qui est sans doute la plus populaire, qui a été vendue à 15 millions d'exemplaires, qui est la fameuse Trip Trap, éditée par Stokke. Et la Trip Trap de Peter Opsvik, je vais essayer de bien le prononcer, qui est norvégien, a été conçue en 72. Et donc, c'est typique du design scandinave. Peter Opsvik va faire énormément d'études ergonomiques, beaucoup d'études de posture des enfants. Et il raconte qu'en fait, l'origine de cette chaise, je ne sais pas si vous la visualisez, c'est une chaise en bois qui est un peu en diagonale, avec un montant, un dossier diagonal, et comme des petites marches qui servent à la fois d'assise, de repose-pied. Et cette chaise, en fait, comporte 14 positions différentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la partie repose-pied donc permet à l'enfant de se hisser au même niveau que les parents. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que la chaise, le mobilier pour enfants, souvent, c'est la chambre à coucher. Et là, pour la première fois, c'était la salle à manger, l'espace d'habitude où les parents siègent dans la salle à manger et où les enfants peinent à avoir une place autour des parents qui ne soit pas hiérarchique. Et à travers la Trip Trap et ses positions, donc l'enfant peut dialoguer, donc échanger. On la voit ici juste à droite. Voilà, vous voyez l'image avec le petit garçon à gauche qui est assis sur le petit repose-pied. Donc, vous imaginez le dispositif. Et Peter Opsvik racontait que la chaise est née en fait de l'observation de son fils, Thor, qui avait 2 ans. Et il était trop grand pour sa chaise haute et il ne savait pas non plus être dans une chaise classique.
Et puis aussi d'une petite fille qu'il voyait qui avait quelques années et dont les petits pieds, les petites jambes pendaient dans l'espace, ni au sol, enfin là où la chaise était disproportionnée. Et donc il s'est dit il faut vraiment concevoir une chaise qui soit une chaise en fait, et c'est là le génie de Peter Hobsbawm qui accompagne l'enfant dans tous les âges de sa vie. Et en fait, c'est une chaise que les adultes aussi ensuite gardent parce qu'elle peut également leur servir. Ouais. Et donc voilà, donc il voulait que ça rende aussi plus joyeuse l'interaction avec l'espace, avec la cellule familiale. Donc là, c'est vraiment un exemple assez caractéristique de ce rapport aux enfants. Alors, justement, au-delà de ces deux exemples, Céline, l'Europe a joué un rôle fondamental en fait dans le développement de la pédagogie nouvelle qui a entraîné donc la création de ce mobilier. Quel est le lien? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le lien entre... Alors quand on fait ces recherches et on se rend compte que ce qui est assez fascinant, c'est que c'est en France que tous ces pédagogues se sont rassemblés. Donc il fallait, quand je disais tout à l'heure que cette considération de l'enfant avait évolué et la place de l'enfant dans la société, on a essayé évidemment d'imaginer que pour la formation de cet adulte en devenir, il lui fallait une pédagogie adaptée, en tout cas beaucoup plus ouverte sur le monde. Et on connaît tous, Marie, tu as cité Montessori, on connaît De Crowley, Froebel, on a tout un tas de pédagogues qu'on a tous en tête parce que ça a généré un certain nombre d'écoles. Mais ces pédagogues se sont tous rassemblés dans la création d'une ligue qui s'appelait la Ligue de l'éducation nouvelle et qui a eu son premier congrès en 1921 à Calais. Et alors, l'immédiate après Première Guerre mondiale, on ne veut plus effectivement, finalement, traumatisé aussi par cette Première Guerre mondiale. On se dit, mais il faut former effectivement les jeunes générations pour que ça n'arrive plus. Il y avait aussi ça. Et donc, il y avait aussi il y avait cette idée-là, très très forte, et il y avait cette idée que, évidemment, quand on lui offre un cadre à sa mesure, donc quand on parle de Maria Montessori, on a quelque chose de différent dans la pédagogie et dans l'apprentissage. Donc très vite, on va penser et à la maison et en fait à l'école des lieux d'apprentissage totalement différents. Nathalie, tu avais évoqué cette idée aussi d'espace ouvert, donc d'espace où l'enfant peut évoluer. On a le début des écoles en plein air. On a un bel exemple effectivement avec Baudouin et Lodz, à Suresnes, pardon. Et donc, ces pédagogues vont vraiment avoir une influence sur à la fois l'espace de vie. D'ailleurs, on va imaginer des espaces de vie dans lesquels on a un coin d'études, un coin pour le repos. Voilà, tout ça en même temps. On va essayer de rassembler tout ça. Et donc, cette idée qu'effectivement aussi ces pédagogues impactent sur l'école, elle va être importante et elle va effectivement se diffuser dans toute l'Europe. Elle commence effectivement avec cette pédagogue, Hélène Kay, donc danoise, qui, en fait, au début du XXe siècle, écrit un livre qui dit le XXe siècle sera le siècle Century of a Child. Le XXe siècle sera bien celui de l'enfant. Et donc, de Hélène Kay, alors c'est le titre aussi de l'exposition du MoMA, je le rappelle, donc il a repris ce titre d'ouvrage d'Hélène Kay. Donc évidemment, en fonction des pays, après ça va s'interpréter, on va avoir des interprétations différentes. En Allemagne, on va avoir cette firme VS qui va développer du mobilier avec Maria Montessori, très bois et métal, qui va reprendre effectivement ces écritures qu'évoquait Marie-Ange, très rationalistes, avec un minimum des matériaux nouveaux, un minimum de matériaux aussi. Enfin, tout ça va effectivement avoir de multiples ramifications en fonction effectivement des pays. Les pays effectivement scandinaves vont adopter une démarche avec plutôt sur des matériaux, de la matière naturelle comme le bois par exemple, le cintrage du bois. Donc il y a tout un tas d'influences et d'impacts qui vont ensuite générer le mobilier qu'on a vu dans l'exposition et qu'on voit effectivement et dans les écoles et dans la maison. Alors Céline, parmi les projets aussi dont vous m'avez parlé quand on a préparé cette conversation, donc c'est le Fonds des Trois Ours que vous avez oui, au CNAP, on a eu la chance. Alors, sans doute, peut-être connaissez-vous ce Fonds des Trois Ours qui n'existe malheureusement,
l'association n'existe plus, mais c'est une association qui avait été créée donc en 88 et qui s'est arrêtée donc en 2018, fondée par 3 femmes qui avaient ce souhait de retrouver une place du livre dans l'enfant, l'apprentissage pour l'enfant. Et donc ils ont créé cette association où ils ont évidemment mobiliser et aller voir les plus grands créateurs comme effectivement Bruno Munari, comme Agatha, donc qui a donné lieu effectivement à un ensemble effectivement de rééditions, de publications. Donc on a à la fermeture au Centre national des arts plastiques, on a eu la chance donc en 2018 de récupérer le fonds des 3 ours et pour pouvoir continuer à faire vivre toute cette aventure, cette expérience, parce que c'est une aventure de quasiment effectivement 30 ans de militantisme pour faire en sorte que des objets d'exception trouvent leur place dans l'apprentissage, l'éducation. Un livre de Munari, des livres illisibles qu'on a montrés dans l'exposition de Munari, donc des livres totalement abstraits. C'est des livres qu'il faut diffuser, c'est des livres il faut porter à la connaissance du public ces livres-là, puisque c'est un univers à la fois abstrait et à la fois effectivement qui éveille tous les sens chez l'enfant. Donc il y a tout ce fond que on va petit à petit exploiter. Marion, je parlais de l'exposition dans le cadre de Design Parade donc à Toulon, donc on va montrer effectivement aussi une partie de ce fonds. Mathalie, j'avais une question à propos de la norme et de la contrainte, parce que là on parle beaucoup de l'imagination, de l'ergonomie, de tout ce qui est offert aux enfants à travers toutes ces propositions, mais il y a aussi une notion de contrainte de normes. Est-ce qu'elles sont plus fortes que pour les adultes? Est-ce que donc il est plus complexe de dessiner pour les enfants que pour les adultes? Comment vous pouvez mettre les deux en relation? Alors on est dans un monde où on a beaucoup de contraintes en effet, mais le métier de designer c'est de partir des contraintes et de s'en échapper. Sinon on fait un monde qui est asséché. Enfin moi c'est pas ma façon de faire, donc je considère pas que les contraintes c'est un problème. Je pense au contraire qu'il faut que je les fasse miennes et que ça me permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans le projet. Mais l'enjeu du projet, il n'est pas là. Il n'est pas de résoudre des contraintes. En fait, on doit proposer quelque chose, aller beaucoup plus loin que ça. Et moi, je dessine pas des objets pour moi déjà, parce qu'il y a un certain nombre de designers qui essaient de faire ça. C'est pour ça que j'ai mis en place en fait une méthodologie qui fait penser à des scénarios d'usage et des scénarios de vie. Donc déjà, c'est une façon, mais pour l'adulte aussi, c'est pas. Et d'ailleurs, et l'enfant en fait, il va vraiment fonctionner comme ça, encore plus, puisqu'en fait, que l'adulte, parce qu'en fait, pour l'adulte, on va travailler sur des scénarios d'usage et de vie, qui sont dans un certain nombre de réalités, mais qui englobent un certain nombre de réalités, mais pour l'enfant, ça peut aussi partir dans l'imaginaire. Donc en fait, on voit pourquoi. En fait, ces objets doivent avoir quelque chose de très très particulier qui permet de donner des potentiels plutôt que de donner un objet. Donc c'est en fait ce que j'essaie de faire. Donc c'est plutôt des systèmes, c'est plutôt en effet des objets qui vont pouvoir s'approprier. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Donc arrêtez de faire des objets qui sont avec un imaginaire pré-mâché. Le plus important c'est de donner un potentiel à l'imaginaire. Plus ils auront d'imagination dans leur enfance, et plus leur vécu sera riche quand ils seront grands. Moi, je crois que c'est très 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 relié les deux choses, donc c'est très important. Et voilà, donc en fait c'est un peu la même façon pour moi de travailler pour les adultes. Je considère aussi que les adultes ont besoin d'un aspect ludique. Ludique, ça veut dire quoi? Expérimenter le monde qui est autour de nous. Et en fait, on en a besoin. C'est crucial pour évoluer, tout simplement. Donc, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, il y a aussi cette notion que notre monde est un peu compliqué et notre monde est un peu... en fait, on est un peu sur le fil du rasoir. Et je pense qu'il faut en fait retomber amoureux de notre monde d'une façon ou d'une autre. Chacun va trouver sa façon de le faire. Et une façon de s'engager pour les enfants peut être un moyen aussi de le faire, puisque c'est quelque chose qui va nous enrichir, il va nous apporter beaucoup au quotidien.
C'est pas, voilà, ils vont, quand un enfant utilise une structure, un objet, il fait pas semblant. En fait, il fait pas semblant. Donc c'est pour ça que quand on donne quelquefois des cadeaux, l'enfant va peut-être jouer plus avec le papier, qui lui a beaucoup de potentiel, qu'avec un espèce d'objet qui est pré-mâché dans un imaginaire auquel il va peut-être s'y accrocher 5 minutes, mais après il va pas du tout être intéressé le lendemain. Donc en fait, il faut vraiment prendre cette conscience d'accompagner l'enfant en lui donnant des objets ouverts, en lui donnant des systèmes, en faisant en sorte qu'il ait envie de s'approprier, de prendre part. Et donc, il y a une part d'activité qui est très, très importante. Il faut que l'enfant bouge, soit actif. Et c'est comme ça qu'il aura envie aussi, quand il sera adulte, de prendre part. Et on a besoin d'adultes qui prennent part, en fait, de jeunes qui prennent part. C'est crucial, vu tous les enjeux écologiques, etc., qui sont devant nous. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est étonnant dans l'exposition, c'est que on voit des pièces donc dessinées pour les enfants et d'autres qui sont des pièces pour adultes qui ont été miniaturisées et donc qui ont été miniaturisées à destination des enfants. C'est assez étonnant de voir ces deux façons de créer finalement pour les enfants. Oui, mais c'est vrai que en fait, au début de la première moitié du siècle, en fait, on va peut-être faire la réduction en plus petit. Et puis ensuite inventer beaucoup plus de typologies à partir des années 60. Et en fait, on observe aussi un changement au sens où le designer va se libérer de la notion d'objet pour créer des environnements et des environnements de vie. Matali en parlait très bien de l'importance de l'éveil, de l'interaction cognitive, de la part laissée à l'imaginaire. Et ceci, effectivement, commence à apparaître dans les années 60-70. Par exemple avec Bruno Munari, avec Enzo Mari, qui vont beaucoup s'intéresser à l'éveil, à la transmission, donc à cette manière d'apprendre à travers l'art et le design. Et chacun d'entre eux vont concevoir des objets qui se donnent dans cette interaction avec l'imaginaire de l'enfant. Ou Luigi Colani qui va faire une grande cabane où il y a toutes les fonctionnalités pour l'enfant, la chambre à coucher, le tableau pour apprendre, etc. Et en fait, oui, on va repenser en fait l'objet mobilier pour enfants sous cette forme d'un environnement de vie, d'un environnement d'éveil, qui va complètement, je pense, qui aujourd'hui doit être un petit peu le fil conducteur de l'approche du mobilier pour enfants. Oui, il faut Matali, tu le disais très bien, il faut des passeurs, il faut des gens qui s'intéressent à ce sujet, il faut effectivement des gens engagés, parce que effectivement, moi, je parlais des 3 ours, mais on peut parler aussi de cet éditeur Magis dans une période plus contemporaine, Magis qui en 2005, décide, puisque d'abord le fondateur de Magis, il cherche un bureau l'anecdote, c'est ça, il cherche un bureau pour sa petite fille qui a des vrais talents de dessin, puisqu'on parlait et il n'en trouve pas. Donc il décide, il est grand éditeur, il décide de faire, et il fait. Alors il demande à des designers contemporains de dessiner des choses, et la collection pour enfants de chez Magis, elle est née comme ça. Elle est née de cette Donc il faut des relais, des passeurs, des gens engagés et qui s'intéressent effectivement à ces questions, puisque c'est les générations futures dont on parle. Et aujourd'hui, la production est toujours aussi importante. Est-ce que la période contemporaine, vous l'analysez comment ? C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le boom qu'il y a eu dans les années 60-70 de mobilier pour enfants, où les designers d'ailleurs concevaient ce qu'ils appelaient l'équipement entier de la chambre, toutes les fonctionnalités liées au mobilier pour enfants. Aujourd'hui, c'est vrai que Céline parlait de Magis. La plupart des objets ne sont plus en production. Il y a encore les objets de Javier Mariscal, par exemple, qui sont encore en production, qu'on peut toujours trouver. Donc Matali pourra nous parler de ces dernières productions, peut-être expériences. Mais c'est vrai qu'avec Céline, quand on a préparé cette exposition, on s'est rendu compte que il fallait vraiment trouver ce que Céline évoquait avec des personnalités, des designers engagés qui avaient envie d'être dans cette transmission, comme Stéphanie Marin avec les écoles aussi, pour inventer un nouveau système. Et que du côté des éditeurs, c'était beaucoup plus frileux.
eux-mêmes avancent le fait qu'il y a trop de contraintes. Donc, Nathalie a balayé le sujet. Et c'est vrai que c'est un petit peu un prétexte pour ne pas s'engager. Alors, c'est devenu presque une niche peut-être, donc du point de vue de l'édition, qui fait qu'il y a un manque de moyens pour investir réellement aujourd'hui dans ce design pour enfants. C'est un constat que vous partagez, Nathalie ? Je pense qu'on est aussi un peu plus frileux. On est dans une période où on surprotège l'enfant. Et il faut qu'on réapprenne à redonner des possibilités. On a dédié un certain nombre de choses à une quantité d'experts qui fait que voilà. Et ça, c'est notre monde. Il faut qu'on arrive à lutter de l'intérieur. C'est un peu ma position. C'est pour ça que j'avais un peu évacué la question. Mais c'est possible en fait. C'est pas voilà. En fait, les choses ne se paramètrent pas. C'est pas que du quantitatif. C'est beaucoup de qualitatif et c'est aussi beaucoup. En effet, l'imaginaire c'est compliqué à convoquer en fait. Hein. Donc comment ça marche ? Moi j'essaie d'appeler ma part d'enfance qui reste en moi. On a tous à l'intérieur de soi une part d'enfance et il faut la reconvoquer pour être à la hauteur de ces enjeux. Merci beaucoup à toutes les trois. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Personne ne veut se lancer ? Comme à l'école, le premier qui ose prendre la parole, c'est le plus compliqué. Non ? Bon. On peut dire qu'il y a un petit catalogue qui est sorti, qui est toujours disponible sur cette exposition d'ailleurs, qui vous permet de continuer cette aventure du mobilier pour enfants, puis les livres de Carole Dapré aussi. Donc il y a une littérature intéressante, si vous souhaitez continuer d'approfondir le sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de votre attention.